Bienvenue dans la formation la plus complète sur Power Automate. Dans cette vidéo, on ne va pas faire un simple tutoriel, on va construire un vrai système d'automatisation professionnel exactement comme en entreprise. Pendant les prochaines heures, je vais vous faire travailler dans une entreprise fictive, Novatech Industries. On va automatiser des demandes internes avec validation hiérarchique, des escalades automatiques après 48 heures, la gestion d'emails urgents, le traitement de fichiers Excel en masse, du reporting automatique pour la direction, l'intégration avec Power Apps et même de la manipulation JSON avancée. Mais surtout, on ne va pas apprendre Power Automate par cœur, on va le comprendre. Et à la fin, vous serez capable de créer vos propres workflows fiables et professionnels. C'est une vraie formation, pas un simple tuto rapide. Donc si vous voulez vraiment progresser, je vous conseille de faire exactement ce que je fais en même temps que moi. Ouvrez Power Automate, recréez chaque flux étape par étape, testez, faites des erreurs, corrigez-les. C'est comme ça qu'on apprend vraiment. Si vous regardez passivement, vous allez comprendre, mais si vous pratiquez en parallèle, vous allez maîtriser. Alors installez-vous, ouvrez Power Automate et on démarre maintenant. On va commencer volontairement simple. L'objectif ici n'est pas d'automatiser un process complexe, l'objectif c'est de comprendre la structure interne d'un flux. Un flux, c'est toujours la même chose. Un événement, une logique et une ou plusieurs actions. Si vous comprenez parfaitement ce premier flux, tout le reste sera beaucoup plus naturel. Donc, c'est parti, on appuie sur Créer, puis Flux de cloud instantané, et on va appeler le flux 1, les fondations. Et on va prendre le premier déclencheur manuel. Donc ici, c'est notre déclencheur. Chaque flux commence par un déclencheur. Sans déclencheur, rien ne se passe. Le déclencheur, c'est l'élément qui va lancer notre flux. On va commencer par un déclencheur manuel. Donc ce qui va lancer le flux, c'est dès que je clique sur le bouton Exécuter le flux. Dans ce déclencheur, on peut ajouter des paramètres d'entrée. Donc je peux exécuter le flux et lui donner des paramètres en entrée pour qu'il l'utilise à l'intérieur de l'automatisation. Pour l'exemple, on va prendre un texte et on va noter par exemple prénom. Donc quand on lancera le flux, il va nous demander de noter un prénom et ce prénom sera utilisé à l'intérieur de l'automatisation. Maintenant, on va initialiser une variable. Une variable sert à stocker une valeur et plus tard, on pourra la modifier ou la réutiliser. Pour cela, on appuie sur le plus et ici, on a toutes les actions. Et ici, on va choisir dans variable l'action initialiser la variable. On peut lui donner un nom, donc on va écrire message final, le type, si c'est un vrai ou faux, un nombre entier, un nombre flottant, une chaîne de caractères, etc. Nous, on va choisir une chaîne de caractères et on va écrire bienvenue chez Novatech Industries. Très bien. Ensuite, on va utiliser l'action message. C'est dans opération de données, on a message ou compose en anglais. Ceci est extrêmement important parce que quand on crée des flux complexes, on utilise toujours cette action pour afficher des éléments dans le flux, pour essayer de comprendre comment il marche, pour le débugger, etc. Donc ici, je vais noter par exemple bonjour et là, je veux qu'il m'appelle par mon prénom. Ici, j'appuie sur l'éclair et je vais choisir dynamiquement la variable d'entrée. Dans le déclencheur manuel, on a plein de fonctionnalités et on a le prénom, c'est la variable qu'on a créée en entrée dans le déclencheur. Donc ici, je dis bonjour avec mon prénom et on va écrire nous sommes le et on va mettre la date du jour. Pour mettre la date du jour, il faut utiliser une formule. Pour les formules, on appuie sur FX et on va utiliser la formule UTC Now. Hop. Très bien, on va enregistrer et on va voir ce qui se passe. Donc, on n'a pas d'erreur. Maintenant, on peut tester le flux. Donc, je teste le flux. Et quand je le teste, il va me demander la variable d'entrée. Je vais écrire ben. J'appuie sur exécuter. Hop, le flux s'est lancé. La première variable, si on clique dessus, on voit l'entrée et la sortie. Donc, l'entrée, c'est le type et le nom de la variable. Et en sortie, je vois la valeur. Bienvenue chez Novatech Industries. Ensuite, dans message, on fait pareil. Et là, en sortie, on a bonjour Ben. Donc, il a pris le paramètre qu'on lui a donné en entrée. Il l'a mis ici. Bonjour Ben. Ça, je l'ai ajouté dynamiquement. C'est ce qu'on appelle une variable dynamique. Nous sommes le. Et là, il nous a donné la date dans un format pas très joli. Mais c'est parce que je ne lui ai pas précisé. Donc, il m'a juste donné la date d'aujourd'hui. Très bien. Maintenant, on va aller plus loin. Déjà, on va modifier ça pour mettre un bon format de date. Pour cela, on va utiliser la formule format datetime.
et entre parenthèses, on met UTC Now, virgule, et on va mettre le bon format, jour, mois, année. Hop, et on ferme la parenthèse. Très bien. Et maintenant, on va rajouter une autre action, on va envoyer un mail. Donc ici, dans Office 365 Outlook, on va utiliser l'action envoyer un email V2. Donc ici, je peux noter l'adresse mail à qui je vais envoyer le mail, ou on peut faire quelque chose d'encore mieux, c'est qu'ici, on va cliquer sur utiliser du contenu dynamique et on va cliquer sur l'éclair. Et ici, si vous regardez bien, dès qu'on déclenche manuellement le flux, eh bien, Power Automate récupère beaucoup d'informations sur le compte Microsoft qui a cliqué sur le flux. Et dans ces informations, on a l'adresse mail de l'utilisateur. D'ailleurs, on a aussi le nom de l'utilisateur. Je n'étais pas obligé de mettre en entrée le prénom. Il peut le récupérer automatiquement. Mais donc, on va utiliser l'adresse mail de l'utilisateur sans lui préciser quelle est mon adresse mail et on va voir que ça va bien m'envoyer un mail. Ensuite, en objet, on peut mettre votre premier flux fonctionne. Hop. Et dans le corps du mail, on peut écrire pour l'instant simplement bonjour. Et ici, on veut récupérer notre prénom. Hop. Félicitations, votre premier flux fonctionne. Ensuite, on peut ajouter soit la première variable ou la deuxième. La première, c'était bienvenue chez Novatech Industries. On va la mettre. Et on peut écrire bonne journée. OK. Donc maintenant, on va tester. Donc on enregistre et on va voir ce qui se passe. J'appuie sur tester manuellement. Hop, on accepte. Ensuite, j'écris BEM, j'exécute. Et hop, le flux s'est lancé. Je regarde dans ma boîte mail. Hop, j'ai un nouvel email. Bonjour Ben, félicitations, votre premier flux fonctionne. Bienvenue chez Novatech Industries. Bonne journée. Donc voilà, ce flux est simple, mais vous venez de comprendre ce qu'est un déclencheur, comment fonctionnent les données dynamiques et comment structurer un flux. Et maintenant, ici, on a notre flux. Et si on veut l'exécuter, on a juste à cliquer sur exécuter. Et ici, on a l'historique de toutes les fois où le flux s'est lancé et on peut voir si tout s'est bien passé ou non. Maintenant, on va passer à quelque chose de beaucoup plus réaliste. Dans une entreprise, on ne déclenche pas des flux à la main. Ils se déclenchent quand quelque chose se passe. Donc maintenant, on va automatiser une vraie demande interne. Imaginez un employé qui fait une demande d'achat. Aujourd'hui, ça passe par mail, il fait sa demande, on lui répond et il note dans un fichier Excel, c'est bon, ça a été fait. Demain, ça va passer par un flux automatisé. Et je vais vous montrer comment. Premièrement, il nous faut une base. On va partir du principe, comme dans beaucoup de boîtes, que Novatech Industries utilise des fichiers Excel pour suivre leurs demandes. Donc aujourd'hui, chez Novatech Industries, la base de données, c'est un fichier Excel. Il est comme ça, il y a le titre de la demande, le département, le type, le montant, etc. et le statut. Donc, en fonction de ce qui se passe, on le met soit en attente, puis on envoie le mail. S'il est validé, on le valide, etc. On voyait que c'est fait à la main, que les mails sont envoyés à la main et qu'ensuite, le tableau est tenu à la main. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va automatiser tout ça avec Power Automate pour que ça devienne vraiment un processus automatisé. Donc, ce qu'on va faire, la première étape, c'est de transformer ce fichier Excel en liste SharePoint. Pourquoi? Eh bien, je vais vous montrer pourquoi. On va d'abord noter le flux numéro 2 qui va s'appeler demande interne SharePoint. Je vais mettre le premier déclencheur manuel, mais on va l'enlever et choisir un nouveau. Donc, on veut que le flux se déclenche automatiquement. Parce que si je le déclenche à la main, il n'y a pas trop d'intérêt, c'est pas automatique, c'est pas ce qu'on veut. Et dans les déclencheurs automatiques, il y en a plusieurs. Si on regarde les déclencheurs Excel, eh bien, il n'y en a qu'un, et c'est pour une ligne sélectionnée. C'est-à-dire que le flux va se déclencher dès que je clique sur une ligne sur le fichier Excel. C'est-à-dire, par exemple, si je clique sur cette ligne, hop, le flux va se déclencher. Vous voyez, ça reste pas automatique, il faut aller sur le fichier, c'est pas optimal. En revanche, il y a quelque chose de très optimal pour le coup, c'est les déclencheurs SharePoint. SharePoint, il y a beaucoup de déclencheurs. Il y a dès qu'on crée un élément, dès qu'on le modifie, et ça, quand on parle d'éléments, c'est de lignes sur une liste SharePoint. Et une liste SharePoint, c'est comme un fichier Excel. Donc, je vous invite fortement à passer sur SharePoint. Si vous voulez digitaliser les processus, il faut passer sur SharePoint, il faut passer par des listes SharePoint. C'est beaucoup plus adapté. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va transformer ce fichier Excel en une liste SharePoint. Il faut absolument qu'on mette ce fichier sous forme de tableau. Donc, il faut absolument
que ça soit un tableau Excel. Parce que si c'est juste un fichier Excel, mais pas sous forme de tableau, bah, SharePoint, Power Automate, Power Apps ne reconnaîtra pas vraiment les valeurs à l'intérieur. Donc pour cela, il faut juste ici cliquer sur mettre sous forme de tableau. Tout ça, on va l'inclure directement dans la liste SharePoint. Pour cela, on va dans contenu du site, plus nouveau, et on clique sur liste. Ici, on peut créer la liste à la main ou importer depuis un fichier Excel. C'est ce qu'on va faire. Et on va choisir notre fichier Excel Novatech Industrie Demande. On clique sur suivant et il va reconnaître le tableau des demandes de notre fichier Excel. Et hop, toutes les colonnes ont été reconnues. On va vérifier juste le type de chaque colonne pour pas qu'il y ait de problème. Donc, il faut absolument une colonne titre. La colonne titre, c'est une colonne qui doit être unique. C'est mieux si c'est vraiment un élément unique. Mais bon, si ça ne l'est pas, c'est pas grave dans certains cas. Pour le nôtre, là, ça ne l'est pas. Donc, on va garder celle-là comme titre. On va prendre le titre de la demande. Ensuite, le département, une ligne de texte. Le type de la demande, pareil. Soit une ligne de texte, soit choix. Vu qu'il y a un choix précis, comme les départements. En soi, c'est plus simple. On va mettre choix. Ensuite, le nombre. Le montant, c'est en nombre. Le statut, pareil, c'est un choix. S'il y a un nombre limité de statuts. La priorité, pareil. Le demandeur, ça, soit on met une ligne de texte, soit on peut mettre choix s'il n'y a pas beaucoup de personnes, mais nous, on va laisser une ligne de texte. L'email, on va faire pareil, pareil. La date de création, c'est pour ça que je vérifie, c'est souvent les dates, elles ne sont pas bien importées, donc il faut bien mettre date et heure. L'échéance, pareil, date et heure. La description, si elle est longue, il vaut mieux mettre plusieurs lignes de texte. Et la référence, vous voyez la référence, on aurait pu mettre la référence comme titre. Vous savez quoi, on va faire ça, c'est quand même beaucoup mieux. Et le titre de la demande, une ligne de texte. Vous voyez, dès que je mets celle-là en titre, eh bien, le titre de la demande se met automatiquement en une ligne de texte et plus en titre, vu qu'on n'a qu'une seule colonne titre. Maintenant que tout est bien configuré, on peut cliquer sur suivant. Ensuite, on peut cocher ou décocher ça. Ça veut dire que sur le côté, elle sera dans la page d'accueil du SharePoint. On appuie sur créer et la liste va se créer. Voilà, la liste a été créée. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier un peu chaque colonne pour que ça soit plus joli. Par exemple, le titre de la demande, on va le laisser comme ça, vu que ça, on note à la main. Mais tout le reste, on a vu que c'était souvent des choix. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ici, dans modifier, dans choix, on va ajouter tous les choix possibles pour qu'on puisse vraiment juste les choisir à l'aide d'une liste déroulante et pas juste les noter à la main. Donc, par exemple, pour le département, on a IT, on a production, hop. Ensuite, je peux choisir une couleur pour chaque choix possible. Et puis, je fais enregistrer. Et je vais faire ça pour RH, achat, etc. Pour tout ce que j'ai dans mon fichier Excel. Donc, dans mon fichier Excel, ici, je vois que pour département, j'ai tous ces choix-là. Et donc, tout cela, je vais les inclure dans ma liste SharePoint. Et ensuite, je vais faire ça pour chaque colonne. Donc, pour le type de la demande, je vais inclure ça dans choix. Pour le statut, je vais inclure ça dans choix, etc. Je fais ça et on se retrouve juste après. Donc, voici ma base de données. Et c'est à partir de ça qu'on va créer notre flux. Donc, ce qu'on veut, c'est que dès qu'on crée un nouvel élément, dès qu'on ajoute une nouvelle demande, donc si par exemple, là, j'écris demande test, hop, là, grâce au choix, on peut choisir le département, le type de la demande sans avoir besoin de le réécrire, le montant, on va dire 300 €, le statut en attente, priorité haute, etc. Et ensuite que j'enregistre, on veut qu'au lieu d'écrire cette ligne sur le fichier Excel, puis d'envoyer le mail à son manager s'il peut valider, etc., qu'il nous réponde, puis qu'on mette à jour le fichier, que tout se fasse automatiquement. Et c'est ce qu'on va voir dans notre flux Power Automate. Donc on retourne sur Power Automate, et dans notre flux, au lieu d'utiliser un déclencheur manuel, on va cette fois utiliser un déclencheur automatique dans SharePoint. Et ce déclencheur, ça va être lorsqu'un élément est créé ou modifié. Donc on utilise créer ou modifier si on veut aussi que ça marche lorsqu'on modifie quelque chose dans une demande. Mais sinon, on peut choisir que le flux se lance dès qu'un élément est créé uniquement. Moi, je vais utiliser celui-là parce que ça va être plus simple pour faire des tests, parce qu'on aura juste à modifier une valeur et le flux va se lancer sur la ligne en question sans avoir besoin de toujours recréer une nouvelle ligne. Donc, je vais utiliser ce déclencheur-là. Maintenant, dans ce déclencheur, il faut qu'on choisisse l'adresse de notre site SharePoint et le nom de notre liste. Donc, notre liste, c'est Novatech Industrie Demande. Très bien. Maintenant qu'on a notre déclencheur,
on va mettre nos actions. Donc, on va commencer par une action simple. C'est une condition. C'est simple, mais c'est très important. Cette condition, c'est que, en fonction de la demande créée ou modifiée, on veut vérifier le montant. Et si le montant est supérieur à 1 000 €, alors on va avoir besoin d'une validation du manager et on va voir comment le faire automatiquement. Et si ça ne l'est pas, eh bien, on ne veut pas cette validation, c'est validé automatiquement. Donc, c'est pour ça qu'on utilise une condition. Dans cette condition, on veut regarder si le montant de l'élément créé ou modifié, donc la nouvelle demande, est supérieur ou pas à 1 000. Pour cela, on va choisir dynamiquement la donnée montant, vu que lorsque le flux se déclenche, il a accès à toutes les données de la ligne en question. Et dans toutes ces données, on a le montant. Donc on va utiliser montant et on va regarder s'il est supérieur à 1000. Ici, on introduit donc une logique métier. Dans cette entreprise, les demandes supérieures à 1 000 € ont besoin d'une validation et les autres, elles peuvent être demandées sans problème et elles sont acceptées automatiquement. Donc, lorsque la nouvelle demande a un montant supérieur à 1 000 €, alors la condition est vraie, eh bien, on va effectuer un certain nombre d'actions et si ça n'est pas le cas, eh bien, on va effectuer d'autres actions. On va commencer par la partie où le montant est inférieur à 1 000 €. Et ici, ce qu'on va faire, c'est que quand c'est inférieur à 1 000 €, eh bien, on va automatiquement valider la demande et envoyer un mail au demandeur lui disant que la demande a été validée. Donc pour cela, on va d'abord modifier la ligne pour mettre le statut en validé. Donc, on va utiliser le connecteur SharePoint et dans SharePoint, on va utiliser l'action mettre à jour l'élément. Ici, toujours, on choisit notre site SharePoint, on choisit notre liste SharePoint et ici, on veut l'ID de l'élément pour savoir exactement de quelle ligne on parle. Pour cela, dynamiquement, on peut récupérer l'ID du déclencheur lorsqu'un élément est créé ou modifié. Donc, lorsqu'une demande est faite, le déclencheur lance le flux et du coup, il garde en mémoire toutes les données de la demande, ainsi que l'ID du coup de la ligne. Donc là, on met ID et ensuite, ici, on peut modifier toutes les valeurs de la demande. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste modifier le statut. Et le statut, ici, il nous propose les différents choix possibles, vu qu'on l'a mis en tant que choix et qu'on a noté les différents choix. Ici, on va choisir valider. Hop. Donc là, déjà, si le montant est inférieur à 1000, eh bien, le flux valide automatiquement la demande. Très bien. Maintenant, on peut rajouter aussi un petit email au valideur. Donc, on va faire envoyer un email V2. L'objet du mail, ça va être demande validée et le texte bonjour. On peut écrire le nom de la personne, vu qu'on l'a. Si on va dans lorsqu'un élément est créé ou modifié, eh bien, on voit qu'on a bien le demandeur. On a bien le nom du demandeur. Il est sur la liste SharePoint. On a le nom du demandeur et l'email, ainsi que l'email du manager qui doit valider s'il y a validation. Donc, si le montant est supérieur à 1000. Donc ici, bonjour avec le nom du demandeur, votre demande a été validée automatiquement. Bonne journée. Super. Et maintenant pour le mail, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on utilise dynamiquement l'email du valideur. L'email du demandeur, pardon. Hop. Très bien. On peut enregistrer. Il faut toujours enregistrer de temps en temps pour vérifier qu'il n'y ait pas de problème, qu'on n'ait pas oublié quelque chose. Là, ici, c'est en vert, donc on n'a rien oublié. Donc ça, c'est si le montant est inférieur à 1000 €. Simple. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire si le montant est supérieur à 1000 €? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà modifier le statut de la demande, mais on ne va pas le mettre directement en validé. On va le mettre en validation direction. Donc ça veut dire qu'il est en attente d'être validé par la direction. Pour cela, on va créer la même action. Au lieu de tout recréer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer dessus, on va la copier et ici, on va coller l'action. Hop, on a tout pareil, c'est juste que le statut, on le veut en validation direction. Très bien. Donc maintenant, quand le montant est supérieur à 1000 € d'une nouvelle demande, eh bien, le statut est en validation direction. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer un mail au manager. Hop, envoyer un email V2. Le mail du manager, dynamiquement, on l'a. Donc ici, on va écrire manager email. Dans l'objet validation requise et on va prendre dynamiquement le titre de la demande. Donc le titre de la demande, on l'a, c'est le titre demande.
Et dans le corps du mail, on va écrire: «Bonjour, une demande supérieure à 1 000 € nécessite votre validation. Bonne journée». Très bien. Donc là, ça va envoyer un mail au manager. OK, donc là, on va améliorer le flux juste après, mais pour l'instant, on va voir ce qui se passe. Si on teste le flux, on va regarder ce qui se passe. Donc, on peut cliquer sur tester. Donc là, le flux attend qu'une demande soit créée ou modifiée. Si je retourne sur ma liste SharePoint, on va prendre par exemple cette ligne et on va la modifier. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va changer le demandeur, on va écrire Ben, on va mettre mon adresse mail, l'adresse mail du manager, on va mettre la mienne, etc. On va dire que la demande c'est aujourd'hui. Voilà, et le montant, on va dire que c'est 100 €. Hop, ça y est. Donc là, on a un problème, c'est qu'on reçoit des mails en boucle. Pourquoi? Eh bien, parce que si on retourne sur le flux, là, on voit qu'on a le flux qui se lance en permanence. Pourquoi? Parce que si on regarde à l'intérieur du flux, on se rend compte que le flux se lance dès qu'un élément est créé ou modifié, sauf qu'à la fin du flux, on met à jour un élément. Donc, bah, il se lance en boucle. Ce qu'on a oublié de faire, c'est qu'on a oublié ici de rajouter une autre condition. La condition, c'est de faire tout ça uniquement si le statut est en attente. Eh bien, si ça ne l'est pas, on ne fait rien. Il ne faut pas lancer le flux à chaque fois. Il faut lancer le flux quand on a une demande en attente. Donc pour cela, déjà, premièrement, ce qu'on va faire, on va désactiver le flux pour qu'il arrête de se lancer en boucle. Hop, là, le flux s'est désactivé. Donc, je ne vais plus recevoir de mail. Maintenant, je modifie. Ici, je vais ajouter une première condition qui va être, on va regarder si le statut de la demande est égal à «en attente». Hop, et si c'est le cas, eh bien, on fait tout le reste. Donc je peux glisser la deuxième condition et la mettre à l'intérieur du vrai, et si c'est faux, eh bien, on ne fait rien. Maintenant, on enregistre, on peut cliquer sur «Tester», hop, on peut retourner sur notre liste SharePoint, on peut prendre, par exemple, cette donnée. Hop, et là, quel est le statut? Le statut est en validé. Donc si je modifie par exemple l'échéance et je la mets à vendredi, on retourne sur Power Automate. Non, évidemment, j'ai oublié de réactiver le flux. Donc on réactive le flux. Hop, je retourne sur ma demande à 200 €. Le statut est en attente. On va faire un test. On va mettre le statut en validé, par exemple. Hop. Donc là, j'ai modifié la ligne pour mettre le statut en validé. Je retourne sur Power Automate. Le flux s'est bien lancé il y a 10 secondes, mais la première condition n'a pas été respectée. Le statut n'est pas en attente, il était en validé, donc il ne s'est rien passé. Le flux ne s'est pas relancé en boucle. Très bien. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier le statut et on va le mettre en attente, comme si c'était une nouvelle demande. On le met en attente, on va regarder ce qui se passe. Donc là, on voit que le dernier mail était à 16h57. Alors je peux les supprimer. Hop, je les supprime. Très bien. Là, on n'a plus de mail. Et hop, là, j'ai bien reçu mon mail. La demande a été validée automatiquement. Si je retourne sur Power Automate, je vois que le flux a été lancé il y a 12 secondes. Première condition, validée. Le statut est en attente. Deuxième condition, faux. Le montant est inférieur à 1000. Donc, on a mis à jour l'élément en validé et on a envoyé un mail au demandeur. Très bien. Maintenant, on retourne sur la liste SharePoint et on va modifier le montant. On va dire que c'est 2000 € et le statut, on va le changer en attente. Non, allez, on va dire 2000, 2500. Maintenant, on retourne sur la boîte mail et j'ai reçu le mail, mais cette fois-ci, c'était pas pour le demandeur pour lui dire que la demande a été validée, c'est pour le manager pour lui dire qu'il y a une validation requise sur le problème d'imprimante, une demande supérieure à 1000 €, mais si votre validation. Très bien. Maintenant, si le manager voit ça, il fait OK, donc il va sur la liste et il trie par problème d'imprimante et ici, il va modifier le statut. Vous voyez le statut qui s'est mis en validation direction, vu qu'on attend la validation de la direction, du manager, et ici, il peut soit valider, soit rejeter. Donc, on va dire qu'il valide. Là, rien ne se passe, aucun mail s'envoie, vu que le flux va se lancer, mais va se rendre compte que le statut est invalidé, donc rien ne se passe. OK, c'est plutôt pas mal, mais on peut encore améliorer ce flux. Ce qu'on peut faire, c'est que
au lieu d'envoyer un mail au manager lui disant qu'il y a une validation à faire et ensuite il va dans la liste SharePoint, il cherche le bon truc et il fait la validation et ensuite il prévient le demandeur pour lui dire que sa demande a été validée, on peut faire mieux que ça. Je vais vous montrer comment. Donc ici, on va enlever le mail et ici, on va choisir une action qui est démarrer et attendre une approbation. On va cliquer dessus, on va sélectionner approuver, rejeter, première à répondre, tout le monde, on s'en fout vu qu'il n'y aura qu'une personne. On sélectionne ça. Ensuite, pour le titre, on va écrire demande validation et on va mettre le titre de la demande, hop, affecté à. C'est affecté au manager. Donc là, pareil, utiliser du contenu dynamique. Et ici, on peut mettre dynamiquement l'email du manager, celui qui va valider la demande. Ensuite, on peut écrire des détails, un lien, etc. Ici, on va mettre dynamiquement la description de la demande, vu qu'on a une case description. Hop, ensuite, on va mettre le montant, ça me paraît important. Donc, hop, montant et on va mettre en euros. Voilà. Et ensuite, on peut rajouter tout ce qu'on veut, mais pour l'instant, on va faire juste ça. Et ici, le demandeur, on va mettre l'adresse mail du demandeur, vu qu'on l'a encore dynamiquement. Pourquoi on fait ça? Parce que dès que la demande sera validée, le demandeur va recevoir un mail lui disant que sa demande a été validée. Il n'a pas besoin d'aller sur les SharePoint, il va recevoir le mail automatiquement. Très bien, on enregistre. OK, donc maintenant on va tester le flux. Donc soit j'appuie sur tester, soit juste je modifie la liste SharePoint vu que le flux est actif. Ici, j'ai toutes les informations du flux et je peux voir qu'il est actif. Je peux le désactiver si je veux et je vais le laisser activer et on va faire un test. Donc je sélectionne cette ligne, on voit que l'email du demandeur et du manager, c'est la mienne. OK, très bien. On va mettre le statut en attente et on va mettre le montant à 2800. Et maintenant, on attend de voir ce qui se passe. OK. Donc là, on voit que sur Teams, j'ai une notification avec la demande de validation sur le problème d'imprimante. On a le montant, on a la description et on sait qui a demandé, la réponse est en attente et on peut la valider ou la rejeter et écrire un commentaire. Donc là, ça va beaucoup plus loin. Le demandeur peut recevoir un commentaire de pourquoi sa demande a été refusée ou acceptée, etc. Donc là, on va dire que je vais approuver sa demande. Hop, là, je suis en tant que demandeur, j'ai reçu une notification Teams que ma demande a été approuvée et quand j'ai approuvé la demande, j'étais en tant que manager qui a validé la demande. Donc là, je vois que ma demande a bien été approuvée. Si je retourne sur la liste SharePoint et que j'actualise, je vois que le statut, c'est toujours en validation direction, vu que sur le Power Automate, on met le statut validation direction et puis on ne change pas le statut si c'est validé ou pas. Sauf que là, j'ai utilisé l'action démarrer et attendre une approbation. Donc maintenant, je peux mettre une action pour modifier le statut en rejeté ou en validé en fonction de l'approbation. Donc pour cela, je clique sur contrôle conditions. Ici, je vais mettre résultat de l'approbation et je vais regarder s'il est égal à approuvé. Là, par exemple, je ne sais pas si c'est vraiment approuvé ou si c'est OK. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans mon historique, je vais ouvrir le dernier flux qui s'est lancé, hop, et ici dans demande d'approbation, et ben en sortie, j'ai normalement la réponse de l'approbation. Donc là, je sais qui a répondu, et cetera. Donc voilà, c'est approuve. Donc si c'est approuvé, c'est approuve. Vous voyez, c'était pas en français. Donc j'ai bien fait de regarder. Maintenant, on retourne, on modifie le flux. Hop, ici, je mets une nouvelle condition. Et la condition, c'est en fonction du résultat, si c'est égal à approuve, alors, eh bien, on modifie, mais on va copier celle-là, vu que celle-là, c'est accepté, on colle. Et sinon, donc si c'est pas approuvé, eh bien, c'est rejeté. Très bien, on enregistre, on retourne sur la liste SharePoint. Ici, on met en attente de validation et on va mettre un montant à 3000 euros. Et maintenant, on attend. Donc, je vais recevoir les notifs sur Teams, mais si je ne suis pas sur Teams, je vais aussi recevoir le mail. Et le mail, je vais vous montrer, il ressemble à ça.
c'est un mail comme ça, je peux approuver ou refuser directement depuis le mail. Donc là, hop, j'ai reçu la notif, j'ai reçu la demande, donc le manager reçoit sa demande à 3 000 €. Il peut rejeter ou approuver la demande et il reçoit aussi un mail avec la demande. Donc, on va partir maintenant du principe qu'il va la rejeter. Hop, là, c'est la notif du demandeur et si on retourne sur Power Automate, on peut voir ce qui s'est passé dans le flux. Dans le flux, l'élément a été modifié, le statut est bien en attente, donc on continue. Ensuite, le montant est supérieur à 1 000 €, donc on continue ici. On met à jour l'élément, donc là, à ce stade, le statut de la demande, il est bien en validation direction. OK. Ensuite, on lance une demande d'approbation. Vous voyez, ça dure 1 minute. Pourquoi? Parce que tant que le manager n'a pas approuvé ou refusé la demande, eh bien, le flux est en attente. C'est pour ça, il attend et tant que la demande n'a pas été traitée, eh bien, on ne continue pas le flux. Ce qui permet d'attendre la réponse avant de mettre à jour l'élément. Donc, il a attendu. Dès qu'on a eu la réponse, il a mis l'élément à jour en rejeté. Et là, si je vais sur la liste SharePoint et que j'actualise ma liste SharePoint, je vois que le statut est bien en rejeté. OK, donc là, si vous comprenez ça, franchement, vous comprenez 50 de comment Power Automate fonctionne. Après, vous ne connaissez pas encore tout, mais je suis là pour vous montrer tout ce qui existe, tout ce qui est possible de faire et comment le faire. Mais là, on a déjà vraiment passé un step. Re-regardez cette partie-là si vous n'avez pas bien compris. Posez-moi des questions en commentaire si quelque chose n'est pas clair. Mais ce flux, c'est pour moi un flux qui vous fait comprendre la puissance de Power Automate. Parce que là, on ne fait plus juste envoyer un mail, on orchestre un processus, tout est automatisé de A à Z, et ça, c'est la vraie puissance de Power Automate. Ok, on a maintenant un système de validation qui fonctionne. Mais dans la vraie vie, un problème apparaît toujours. Certaines demandes restent bloquées. Un manager oublie un email ou une notification passe à la trappe et le processus s'arrête. On va donc créer un flux qui surveille automatiquement les demandes en attente et qui relance intelligemment après 48 heures. À partir de maintenant, le système ne dépendra plus d'un humain, il deviendra autonome. Donc c'est parti, on appuie sur créer, flux de cloud instantané et on va appeler le flux 3 escalade automatique 48 heures. On prend le premier déclencheur, on le supprime et là on va utiliser un nouveau déclencheur très puissant qui est la périodicité. Ce déclencheur permet de lancer un flux automatiquement à une fréquence donnée. Nous, on va dire tous les jours, donc une fois par jour. On choisit notre fuseau horaire. Je vais prendre celui de Paris. Et ensuite, on choisit à quelle heure on veut que le flux tourne. Nous, on va dire qu'il va tourner tous les jours à 8 heures. OK, là, le flux va se lancer automatiquement tous les jours à 8 heures. OK, maintenant, on a besoin que le flux regarde à l'intérieur de notre liste SharePoint. Pour cela, il faut obtenir les éléments de la liste SharePoint. Donc on va dans le connecteur SharePoint et on utilise l'action obtenir les éléments. Ici, on choisit notre site SharePoint, on choisit notre liste SharePoint. Ok, donc là, si on lance le flux, le flux va récupérer toutes les lignes de notre liste SharePoint. On va faire un test pour voir ce que ça veut donner. On enregistre, là on a une erreur, c'est une erreur qui revient souvent. C'est pas vraiment une erreur, c'est un avertissement qui nous dit que l'action obtenir les éléments ne possède pas de paramètres limitatifs. Ça veut dire que si la liste est beaucoup trop grande, on ne stoppe pas la liste et on récupère tout, et donc à force, ça peut faire beaucoup. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner jusqu'au nombre d'échantillons. On va mettre un nombre supérieur au nombre d'éléments qu'on a dans notre liste. Je vais mettre 2000. Et puis on va enregistrer. Et là, normalement, l'avertissement ne sera plus là. Très bien. On va tester. Hop. OK. Donc maintenant, dans obtenir les éléments, si on regarde la sortie, et là, on voit qu'on récupère toutes les lignes de notre liste SharePoint. Là, on a l'ID 1, la première ligne. Ensuite, on a ID 2, la deuxième ligne, etc. Sauf que nous, on n'a pas besoin de toute la liste SharePoint. On a juste besoin des lignes dont le statut est en validation direction, donc qui est en attente de validation par un manager. Pour ça, si on va dans notre liste SharePoint et qu'on filtre par statut, en validation direction, on voit qu'on en a seulement 3.
Et donc, nous, on veut juste récupérer ces 3 lignes et pas toutes les lignes de la liste SharePoint. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va filtrer pour récupérer uniquement ces valeurs-là. Pour faire ça, il faut filtrer le statut en validation direction. Sauf que je vous montre pourquoi j'ai d'abord montré comment récupérer toutes les lignes. C'est parce que le nom de la colonne statut ne s'appelle pas vraiment statut. Ici, on voit que le statut, c'est validé pour une autre ligne relancée et la valeur, c'est fil de 4. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer fil de 4, puis on modifie le flux et ici, requête de filtre et on va mettre fil 4 égale validation direction. On enregistre. Très bien. Maintenant, on teste. OK. Et maintenant, si on regarde dans la sortie, on voit qu'on en a 1, 2 et 3. Si on regarde le titre, donc là, c'est 0047. Ici, c'est 0009. Et ici, 0002. Si on regarde dans notre liste SharePoint, on a bien 0002, 09, 047. Super. Donc là, on a récupéré uniquement les 3 lignes qu'il nous faut. Donc là, c'est déjà un bon point. Maintenant, on va continuer le flux. D'ailleurs, pourquoi on fait ça? On pourrait très bien récupérer toutes les lignes et ensuite filtrer dans un tableau, mais c'est beaucoup mieux de filtrer côté serveur parce que c'est beaucoup plus performant. On ne récupère pas toute la liste, c'est plus rapide, il y a moins de risques d'erreur. Donc je vous conseille de faire ça. Maintenant, la sortie de l'action obtenir les éléments, c'est un tableau. On nous renvoie un tableau avec les 3 lignes et avec toutes les informations sur les lignes. Nous, on veut récupérer uniquement les lignes dont la date de création date de plus de 48 heures. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une action dans opération de données qui est filtrer un tableau. Ici, il faut mettre un tableau en entrée. Eh bien, en entrée, on va mettre le tableau de sortie de obtenir les éléments et on veut récupérer que celle dont la date de création plus de jours est inférieure à la date d'aujourd'hui. Si c'est le cas, ça veut dire que la demande date de plus de 48 heures. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'ici, on veut ajouter 2 jours à la date de création. Donc, pour cela, on utilise la fonction addDays. Et ici, on peut écrire une date, puis y ajouter des jours. Donc, à gauche, on va mettre la date de création demande, virgule, et on y ajoute 2 jours. Donc, si j'écris est inférieur à, et là, je mets la date d'aujourd'hui. La date d'aujourd'hui, on a déjà vu, c'est UTC Now. Et bien là, la sortie de ce tableau, ça va nous donner uniquement les lignes dont la date de création plus de jours est inférieure à aujourd'hui. Par exemple, cette ligne. La date de la création de la demande, c'était hier. Donc si on y ajoute 2 jours, ça fait demain, c'est supérieur à aujourd'hui, donc c'est bon. On ne va pas récupérer cette ligne, elle n'est pas en retard. Par contre, ces deux-là, elles datent. Donc si on rajoute 2 jours, ici c'était il y a 5 jours, on rajoute 2 jours, c'est il y a 3 jours, c'est inférieur à aujourd'hui, donc là c'est en retard, on envoie. Pareil pour le 16 février. On retourne sur Power Automate, on enregistre. Il faut toujours enregistrer de temps en temps pour vérifier s'il n'y a pas d'erreur. Parce que Power Automate nous dit quand il y a une erreur sur une fonction, quand il y a un problème. Là, on n'a pas d'erreur. Super. Maintenant, sur les 2 lignes en question, les 2 lignes qui sont en retard, qui sont en attente de validation, qui datent de plus de 48 heures, eh bien, on veut envoyer un mail au manager pour lui dire qu'il a une demande en attente de traitement qui date et qu'il faut qu'il la traite. Donc, on veut envoyer un mail au manager de cette demande et au manager de cette demande. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une boucle. Parce que là, en fait, que j'utilise ou pas une boucle, elle va se créer toute seule. Pourquoi? Parce que si par exemple, j'utilise l'action envoyer un email V2 et que je veux l'envoyer au manager, le mail du manager, on l'a. Donc, si j'utilise du contenu dynamique et que j'utilise le mail du manager, qu'est-ce que ça va faire? Regardez, hop, ça me crée automatiquement une boucle for each. Pourquoi? Parce que, en soi, cette donnée, c'est pas une seule donnée. On l'a 3 fois, parce qu'on a récupéré 3 lignes ici. Donc, si je mets
envoyer un mail au manager, ça fait une boucle qui parcourt toutes les lignes de cette action et qui, pour chaque ligne, il envoie au manager. OK, sauf que c'est toujours pas ce qu'on veut, parce que là, on vient de filtrer le tableau. Donc maintenant, on veut plus faire une boucle à partir de ça, mais on veut une boucle à partir de ce tableau-là. Donc, on supprime tout et on va le faire à la main. On appuie sur plus, contrôle, appliquer à chacun. Ici, on ne va pas utiliser ce tableau, mais notre nouveau qui est filtré avec uniquement les demandes en retard. Donc, on fait une boucle à partir du tableau filtré et à l'intérieur, on va envoyer un mail au manager. Mais ce qu'on va faire juste avant, c'est qu'on va utiliser l'action message pour voir si on récupère bien le mail du manager et comment le récupérer. Parce que ici, si je regarde dynamiquement, vous voyez, je n'ai pas accès à l'email du manager simplement comme dans le premier tableau. Vu que le tableau filtré, il propose moins d'options. On ne les voit pas en fait. On voit que la liste complète. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut sélectionner. Déjà, on va aller dans FX et on va sélectionner l'article actuel. Donc là, on sélectionne l'élément actuel dans la boucle appliquée à chacun. Donc si on commence la boucle, c'est le premier élément et ensuite ça sera le deuxième. Donc là, on récupère tout l'élément. Vous savez quoi? On va juste faire ça, on va l'ajouter et on va lancer le flux pour voir ce qui va se passer. OK, donc là, on récupère bien la boucle parcourt les deux éléments. Dans le premier élément, on récupère toutes les informations de la ligne et dans le deuxième, toutes les informations de la deuxième ligne. Sauf que nous, qu'est-ce qu'on veut récupérer? On veut récupérer le mail du manager, qui est fil de 8. OK, qu'est-ce qu'on veut récupérer d'autre? Pourquoi pas le titre, qui est fil de 0, et le montant, qui est fil de 3. OK, donc maintenant, ce qu'on va faire, on va modifier. Ici, au lieu de tout récupérer, donc au lieu de récupérer tout, on va récupérer uniquement le mail du manager. Pour cela, il faut faire point d'interrogation, puis on ouvre des crochets, et à l'intérieur, entre guillemets, on met fil de 8. On ajoute, OK, ça, c'est le mail du manager. Donc on va le renommer mail manager. Ensuite, on va en créer une autre, hop, qu'on va appeler titre demande. Ici, on met la même chose, donc on peut récupérer le premier, on copie, ici, on colle, puis on clique dessus et on change fil de 8 par fil de 0. On met à jour. Ensuite, on peut carrément copier l'action, la coller et modifier par montant. Et ici, on modifie fil de 0 par fil de 3. OK. Maintenant, on enregistre. Super. On teste. Hop. Le mail du manager, le titre de la demande et le montant. Et pour la deuxième, le mail du manager, le titre de la demande et le montant. Petite parenthèse rapide, ces vidéos me prennent beaucoup de temps à préparer et je les mets gratuitement à disposition. Donc si ça vous aide, le meilleur moyen de me soutenir, c'est simplement de liker la vidéo et de vous abonner. Merci d'avance pour ça. Et pour les entreprises ou les PME qui souhaitent digitaliser leur processus avec des applications Power Apps et des automatisations Power Automate, j'accompagne justement des structures sur ce type de projet. Donc si vous avez un besoin ou un projet en tête, vous pouvez me contacter par mail, il est en description et on pourra voir ensemble ce qu'on peut mettre en place. Fin de la parenthèse et on continue sur Power Automate. Super, donc là on a récupéré toutes les informations qu'on va mettre dans le mail. Donc on clique sur plus, on utilise l'action envoyer un email V2. Ici, utiliser du contenu dynamique. Ici, on sélectionne le mail manager. Ensuite, dans l'objet relance automatique et on va écrire le titre de la demande. Hop. Et ici, bonjour, la demande. Titre de la demande d'un montant en euros et en attente depuis plus de 48 heures. Veuillez la traiter au plus vite. Merci pour votre vigilance. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? On enregistre. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est qu'une fois le mail envoyé,
il faut changer le statut en relancer. Donc, on va utiliser l'action mettre à jour l'élément. On choisit notre site, le nom de la liste. Et là, il nous faut l'ID. L'ID, comment on le récupère? Eh bien, on utilise l'article actuel, point d'interrogation, on ouvre les crochets et entre guillemets ID. Super. Et maintenant, on veut modifier la valeur du statut qu'on va mettre en relancer. On enregistre. Ça y est. Maintenant, on va bientôt tester le flux. Juste avant, on va modifier le mail du manager pour mettre le nôtre, pour recevoir le mail. C'est bon. On retourne sur le flux et on peut le tester. Donc si je le teste manuellement, ça va le lancer maintenant. Et sinon, si je fais rien, ça va le lancer tous les jours à 8 heures et ça va regarder s'il y a des demandes en attente de validation de direction depuis plus de 48 heures. Ça y est, le flux est lancé. Hop, en 3 secondes, c'est fini. La première ligne, on récupère les informations, on envoie le mail, on met à jour l'élément. La deuxième ligne, on récupère les informations, on envoie le mail et on met à jour l'élément. Maintenant, si je vais dans ma boîte mail, hop, j'ai bien reçu les 2 mails. La relance automatique pour l'accès Adobe d'un montant de 1 600 € et la relance pour le problème d'imprimante d'un montant de 3 000 €. Si je vais sur la liste SharePoint et que je mets à jour ma liste, elles ne sont plus en validation direction. Il n'y a plus que la première parce que le délai n'est pas encore dépassé. Et sinon, si je regarde par statut et que je filtre par relancer, hop, je vois bien que j'ai mon problème d'imprimante et mon accès Adobe. Super, donc ça a parfaitement fonctionné. Donc ce flux travaille même quand personne ne travaille. Il surveille, il analyse et il relance. Et surtout, il empêche les processus de mourir. À partir de maintenant, votre système devient réellement autonome. Donc on a automatisé des validations, des relances. Maintenant, on va faire une petite pause sur les trucs sérieux et on va faire quelque chose de un peu plus fun parce que l'automatisation, c'est pas seulement corriger des problèmes, c'est aussi améliorer la culture d'entreprise. Donc dans le prochain flux, on va envoyer automatiquement un message d'anniversaire dès que c'est l'anniversaire de quelqu'un dans la boîte. Ça peut paraître simple, mais en réalité, ce flux introduit beaucoup de choses fondamentales. On va lire un tableau Excel, on va comparer des dates, on va filtrer des données, on va envoyer des mails avec du HTML pour changer, parce que là, le but, c'est de faire un beau mail et je vais vous montrer comment utiliser le HTML dans des mails. Ce flux, je l'ai déjà montré une fois sur la chaîne. Si vous avez vu la vidéo, vous pouvez passer jusqu'au prochain flux. Et sinon, regardez là parce que c'est plutôt intéressant. Donc, en prérequis, on a besoin de 2 choses. On a besoin d'un fichier Excel avec les dates d'anniversaire de chaque personne de l'entreprise. Donc, un fichier très simple qu'on met sous forme de tableau avec le prénom, le nom et la date d'anniversaire de chaque personne dans la boîte, ainsi qu'une série de 12 photos par mois. Par exemple, pour le mois de décembre, on a cette photo, et pour le mois de mars, on a cette photo. Donc, une photo différente par mois, avec absolument cette nomenclature. Donc, 01 pour janvier, 02 pour février, etc. Ce qui va nous permettre de mettre la bonne photo au bon mois et changer tous les mois pour pas que ça soit redondant. Ok, donc une fois que vous avez votre fichier Excel avec les dates d'anniversaire de tout le monde, ainsi que les différentes photos, on peut commencer le flux. Donc on clique sur Créer, flux de cloud instantané, on écrit flux 4 anniversaire automatique, on prend le premier déclencheur qu'on va enlever juste après, on enlève le déclencheur. Ici, qu'est-ce qu'on fait? On utilise un déclencheur récurrent, comme tout à l'heure. Périodicité, on veut que le flux se lance chaque jour. Fuseau horaire, vous mettez le vôtre. Et on va mettre à 8 heures. Maintenant, on veut récupérer toutes les lignes du tableau Excel qui comportent les dates d'anniversaire de chaque personne de l'entreprise. Donc, on utilise le connecteur Excel et on va utiliser l'action lister les lignes présentes dans un tableau. On sélectionne notre site SharePoint, la bibliothèque de documents et on choisit notre fichier. Donc, dans Novatech Industries, dans le dossier anniversaire automatique, on choisit
date anniversaire. OK, ensuite on sélectionne la table, vu qu'on a mis le fichier sous forme de tableau, tableau anniversaire. Ça, on n'a pas besoin et on peut mettre le format date et heure en ISO 8601. Super, on enregistre. Maintenant, on va filtrer ce tableau. Donc, comme on a vu tout à l'heure, on va utiliser l'opération filtrer un tableau. Ici, le tableau de référence, on utilise celui-là. Là, on veut comparer la date d'anniversaire, mais sans l'année, uniquement le jour et le mois des personnes du tableau avec celle d'aujourd'hui. Donc ici, on va utiliser format datetime. Entre parenthèses, on met dynamiquement la date d'anniversaire sur le tableau, donc birthday, virgule, et on veut le format uniquement mois et jour, donc MMDD. Super. Et là, on veut regarder si elle est égale à la date du jour sans l'année. Donc pour cela, pareil, format datetime. Et là, on va utiliser une formule qui est convert time zone pour mettre UTC now, la date d'aujourd'hui, en UTC avec le bon fuseau horaire qui est ça. Super. Donc là, on met cette date sur le bon fuseau horaire et on le convertit en MMDD, mois, jour. On ajoute. Ensuite, on va regarder si ce tableau, donc ce tableau comporte uniquement les personnes dont la date d'anniversaire est aujourd'hui, et on va regarder si il est vide ou pas. Parce que s'il est vide, on ne fait rien. Donc on met une condition. Et pour regarder si un tableau est vide ou non, on va regarder sa taille. Et c'est la formule length. Et on regarde si la taille du tableau est supérieure à 0. Si ce n'est pas le cas, on ne fait rien. Et si c'est le cas, on continue. Ensuite, on veut récupérer l'image du bon mois. Donc pour cela, on va utiliser l'action de SharePoint obtenir les fichiers propriétés uniquement. Vous allez voir pourquoi. Donc on choisit notre site SharePoint, notre bibliothèque, et ici, on va choisir limiter les entrées au dossier et on va choisir le dossier en question. Donc souvent, c'est dans Documents partagés, Novatech Industrie, anniversaire automatique, image anniversaire. Ok, donc cette action va récupérer les propriétés de chaque fichier. Et dans les propriétés, on a le lien et on a surtout le nom. Et grâce au nom, on va pouvoir regarder le mois pour choisir la bonne image. Et pour cela, il nous faut le mois de la date d'aujourd'hui. Parce que sur SharePoint, chaque nom contient le mois de l'année. Donc, pour récupérer le mois, on va créer un compose, ou message en français, ici, et on va écrire format datetime, UTC now, et nous, on veut juste le format mois-mois. Très bien. Donc là, on va l'appeler par exemple mois-image. Et maintenant, ici, on va mettre une condition. Et on va regarder pour chaque fichier si le nom comporte le mois d'aujourd'hui. Donc ici, on veut le nom du fichier. Donc, dans l'action obtenir les fichiers propriétés uniquement, on va récupérer le nom du fichier. Et là, automatiquement, une boucle se crée. Pourquoi? Parce que comme on l'a vu tout à l'heure, si on ne crée pas la boucle, elle se crée automatiquement. Là, il y a une boucle qui s'est créée qui parcourt chaque élément de l'action obtenir les fichiers. Parce que obtenir les fichiers nous fait récupérer ces 12 fichiers avec ces 12 noms, ces 12 liens, etc. Donc là, la boucle s'est créée automatiquement. Ensuite, on regarde pour chaque fichier si le nom est égal au mois d'aujourd'hui. Donc là, on utilise la variable mois-image. Si ce n'est pas le cas, on ne fait rien. Mais si c'est le cas, on va définir une variable lien-image et on va prendre le lien de l'image en question. Sauf que là, je vais vous montrer quelque chose, c'est que si on fait ça, définir une variable, on ne peut pas la choisir. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas définir une variable si on ne l'a pas initialisée. Alors vous allez me dire, pourquoi pas initialiser la variable? Eh bien, je vais vous montrer. Si on initialise la variable, qu'on l'appelle lien-image, enchaîne et qu'on met le lien
de l'image, lien vers l'élément, et qu'on enregistre, ça va nous faire une erreur. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas initialiser une variable dans une boucle, ni dans une condition. Donc, on va copier cet élément et on va le mettre en dehors de la boucle, juste avant la condition. On colle l'action, on va la renommer initialiser la variable lien image. On va l'appeler lien image, enchaîne et on va la mettre vide. Et maintenant, dans la condition, on va pouvoir définir la variable, vu qu'elle a déjà été initialisée. Donc dans variable, j'utilise définir une variable. Là, on a bien lien image. Et en valeur, on va mettre le lien de l'image. Je peux taper lien. Et là, je vois que j'ai le lien vers l'élément. Super. Maintenant, on va enregistrer. Et on voit que cette fois-ci, on n'a pas d'erreur. Maintenant, on veut envoyer le mail. Sauf que dans notre tableau filtré, il est possible qu'il y ait 2 personnes nées le même jour. Dans ce cas-là, il faut envoyer le mail 2 fois. Une fois pour la première personne et une fois pour la deuxième personne. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'en dehors de cette boucle, maintenant qu'on a récupéré le lien de la bonne image, on continue. Et ici, on va mettre une boucle. Et on va parcourir chaque élément de notre tableau filtré. Donc, on va parcourir chaque élément de notre tableau filtré. Si on a 2 personnes nées le même jour, eh bien, on va envoyer le mail à ces 2 personnes. Juste avant d'envoyer le mail, on va récupérer, avec l'action message, le prénom et le nom. Donc ici, on va noter prénom. Ici, comme tout à l'heure, comme là, la boucle c'est appliqué à chacun, eh bien, on utilise la boucle appliquée à chacun et pas for each. For each, c'est la boucle de dessus. On utilise bien appliqué à chacun. Là, ça va nous récupérer toutes les informations, donc le prénom, le nom et la date d'anniversaire. Nous, on veut juste le prénom. Donc, point d'interrogation, crochet, hop, prénom. On ajoute. On fait la même chose pour récupérer le nom. Opération de données, message, on renomme en nom. Et ici, on fait la même chose. On ajoute. Et maintenant, on peut envoyer le mail. Donc, on appuie sur plus. Office 365 Outlook. Envoyer un email V2. Ici, vous mettez la boîte de service qui envoie un mail à tous les collaborateurs. Comme ça, chaque collaborateur va recevoir le mail comme quoi c'est l'anniversaire de un tel, pour lui souhaiter joyeux anniversaire ou quoi. Si vous voulez envoyer le mail juste à la personne en question et pas à tous les collaborateurs, eh bien, c'est pas plus compliqué. Il suffit uniquement d'ici rajouter une colonne mail avec le mail de la personne. Et si on a le mail, on pourra envoyer le mail uniquement à cette personne. Moi, je vais partir du principe qu'on va envoyer ça à une boîte de service. Comme ça, chaque personne de l'entreprise va recevoir le mail indiquant que c'est l'anniversaire de quelqu'un dans la boîte. Je vais utiliser mon adresse mail comme exemple de boîte de service. Dans l'objet du mail, on va écrire joyeux anniversaire et on va mettre dynamiquement le prénom. Ensuite, dans le corps du mail, là, on va faire quelque chose d'intéressant. Au lieu d'écrire bonjour avec dynamiquement le prénom, puis bon anniversaire, etc. Là, bon, ok, c'est personnalisé avec le prénom, on a une image, etc. Mais c'est pas très beau. Donc, on va voir quelque chose de nouveau, c'est que ici, on va activer le code HTML. Et là-dedans, on va pouvoir personnaliser beaucoup plus le mail pour qu'il soit beaucoup plus joli. J'ai déjà préparé un code HTML que je vais coller. Mais ce que je vous conseille, c'est de noter toutes vos variables. Donc, vous notez le prénom, le nom, le lien de l'image. Et là, c'est juste l'année, mais ça, c'est pas obligatoire. Vous mettez juste ça et vous demandez à ChatGPT ou autre de vous faire un code HTML à partir de ces éléments pour Power Automate, pour un message d'anniversaire, etc. Il va vous donner un code HTML plutôt bien. Il est assez fort pour ça. Donc, si vous ne connaissez pas HTML, je ne vous conseille pas d'aller apprendre ça. C'est très long et c'est pas très utile, vu que c'est juste pour des détails, pour que ce soit un peu plus joli. ChatGPT le fait très bien. Il faut juste que vous compreniez comment ça marche. Donc, il y a des balises, il y a des divs, etc. Vous collez ce que vous donne ChatGPT. Vous vérifiez que c'est bien vos variables. Par exemple, ici, c'est bien output prénom, ici output nom. Si c'est pas la même, par exemple, vous pouvez la supprimer. Ici, ajouter la vôtre. Le lien d'image pour l'afficher,
il faut quelque chose comme ça. Donc dans le code HTML, il faut écrire img src égale avec le lien de la source de l'image, en gros. Ici, c'est juste des informations pour que ça soit un peu plus centré et plus joli. Mais sinon, ça change vraiment tout. Vous allez voir à quel point le mail va être très joli. OK, maintenant, on va enregistrer. Très bien. Et avant de tester, on va retourner sur notre fichier Excel. On va mettre 2 personnes avec la date d'aujourd'hui comme anniversaire. Donc, par exemple, Sabrina sera née le 3 mars et Valentin sera né également le 3 mars. Maintenant, on retourne sur Power Automate. Là, le flux, on l'a enregistré. Donc, tous les matins, il va fonctionner. Il va regarder si c'est l'anniversaire de une ou plusieurs personnes. Et si c'est le cas, il va envoyer le mail. Maintenant, on ne va pas attendre demain matin à 8 heures. Donc, on teste le flux et on regarde ce qui va se passer. Hop, terminé. Il a bien envoyé le mail à 2 personnes. Donc, c'est les 2 personnes à qui on a changé la date d'anniversaire. Maintenant, on va vérifier notre boîte mail. On voit qu'on a bien reçu les 2 mails. Par contre, l'image n'a pas marché. Pourquoi? On va vérifier notre flux. On modifie. Donc, si l'image n'a pas marché, c'est que ça a planté ici. Là, on parcourt bien chaque fichier et dans la condition, on regarde si le nom est égal à 0,3. Mais c'est pas ça qu'on veut. On veut regarder si le nom contient 0,3. Donc, on met bien contient, on enregistre. Hop, et on teste. Cette fois-ci, ça devrait marcher avec l'image. OK, tout s'est bien passé. Ici, si on regarde, là, on a bien défini la variable, donc le lien s'est bien créé. Et maintenant, si on va dans notre boîte mail, hop, on a bien joyeux anniversaire Valentin avec l'image associée au bon mois, avec un petit commentaire. Et pareil pour Sabrina. Super. Donc là, on a fait un flux qui récupère toutes les dates d'anniversaire de toutes les personnes de l'entreprise, qui regarde si c'est leur anniversaire aujourd'hui, qui récupère le lien d'une image dans un dossier SharePoint et qui envoie le mail personnalisé aux bonnes personnes. Ok, donc maintenant, on va voir un nouveau flux qui permet de enregistrer des pièces jointes, classer des mails dès la réception d'un nouveau mail. Parce que là, on a vu plusieurs déclencheurs. Il y en a un qu'on n'a pas vu, c'est à l'arrivée d'un nouvel email. Power Automate est connecté à Outlook et peut avoir accès aux mails qu'on reçoit et peut les traiter automatiquement. Donc, je vais vous montrer. On va l'appeler flux 5, traitement automatique des emails. OK. Donc, on enlève le déclencheur. Et là, notre nouveau déclencheur, ça va être dans Office 365 Outlook. On va utiliser à l'arrivée d'un nouvel email. Donc là, si je configure rien, dès qu'un nouvel email va arriver, le flux va se lancer et on va pouvoir effectuer des actions. Nous, on va configurer quelque chose, c'est qu'on veut juste les mails qui comportent des pièces jointes. Importance toute, avec pièces jointes uniquement, oui. Et c'est mieux de mettre un dossier. Moi, je vais mettre la boîte de réception basique. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est que on veut créer le flux qui, dès qu'un nouvel email arrive, s'il y a une pièce jointe dans le mail, elle est automatiquement enregistrée dans SharePoint, classée dans le bon dossier et structurée avec les bonnes métadonnées. Et si le mail contient urgent dans l'objet, on va le déplacer automatiquement dans un dossier urgent. Donc, dans votre boîte mail, vous avez juste à créer un dossier urgent. Là, vous pouvez créer un dossier, vous appelez urgent, et ici, on va déplacer les mails urgents. Ok, donc premièrement, on va mettre une condition pour regarder si le mail contient urgent en objet ou pas. Donc, à gauche, on choisit dynamiquement l'objet du mail. On a accès à celui qui nous envoie le mail, au corps du mail, à l'objet, etc., s'il y a des pièces jointes ou pas. On a accès à plein d'informations. Nous, on va utiliser l'objet et on va regarder si l'objet contient urgent. Ok, super. Donc là, avant même de traiter les pièces jointes, on isole les urgences, parce qu'en entreprise, prioriser, c'est plus important que traiter. Maintenant, si oui, si ça contient urgent, eh bien, on va déplacer le mail. Donc pour déplacer le mail, on va dans le connecteur Outlook et on va choisir l'action déplacer l'email V2. Ok, l'ID du message, on l'a. On écrit ID du message. Le dossier, on veut le déplacer dans urgent.
le dossier qu'on a créé. Et voilà. Là, très simplement, dès qu'on reçoit un mail avec une pièce jointe, s'il a urgent dans l'objet, alors on va le déplacer dans le dossier urgent. Très bien. Maintenant, on pourrait même faire autre chose, c'est transférer le mail au manager s'il contient urgent dans l'objet. Bon, moi, je ne vais pas le faire parce que j'en ai pas besoin, mais c'est une possibilité qui est faisable. Ici, juste après, on peut aussi transférer le mail au manager. Maintenant, on va voir comment enregistrer les pièces jointes. Donc pour cela, que l'objet contienne urgent ou pas, dans tous les cas, on va enregistrer les pièces jointes. Donc, il faut qu'on sorte de la condition et qu'on continue ici. Ok, donc juste avant, on a besoin d'un prérequis. Sur SharePoint, on va créer une nouvelle bibliothèque de documents. Donc dans contenu du site, plus nouveau, bibliothèque de documents. On choisit bibliothèque vide et le nom, on va l'appeler document fournisseur. Ok. Maintenant, on va créer différents dossiers. Donc, on va mettre un dossier devis, un dossier facture, un dossier contrat, un dossier bon de commande et un dossier à trier. Ok, et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter des colonnes. Ici, on va ajouter une nouvelle colonne en choix qu'on va appeler type doc et on va choisir devis, facture, contrat, bon de commande et autres. On va changer la couleur du bon de commande. Je vais juste renommer contrat sans C, vu que c'est pas en anglais. Pourquoi on fait ça? C'est parce que quand on va enregistrer les pièces jointes, par exemple un devis, ici, on va choisir le type de doc en tant que devis. Ça s'appelle les métadonnées du fichier. On va pouvoir les mettre à jour. OK? Et maintenant, on va rajouter aussi une colonne, toujours en choix. Ça va être la source, d'où vient le document. En source, on va choisir par email, donc ceux qui seront enregistrés automatiquement avec Power Automate, ou upload manuel, donc ceux qu'on ajoute manuellement, et autres, s'il y a quelque chose d'autre, il faut toujours mettre autre. Super. Et maintenant, on peut même rajouter autre chose, on peut rajouter le statut du document. Statut doc, qui peut être, par exemple, reçu, donc s'il est juste reçu par mail, il peut être validé, il peut être rejeté. Ok, là on est plutôt pas mal, mais on peut potentiellement rajouter autre chose. On va rajouter le mail de l'expéditeur et même l'objet du mail. L'objet du mail en plusieurs lignes de texte si c'est long. C'est une petite description, mais ça peut être pas mal pour comprendre un peu quelle est cette pièce jointe, etc. Et vous n'êtes pas obligé, mais je pense que ça peut être pas mal. On va mettre pour voir ce que ça donne. Ok, donc là, on a bien toutes les colonnes importantes. Le type de document, la source, le statut, l'email de l'expéditeur, pourquoi pas, et l'objet du mail, pourquoi pas. Ok, super. Maintenant, on retourne sur Power Automate et on va continuer notre flux. Donc dans le flux, pour l'instant, dès qu'on reçoit l'email, s'il contient urgent dans l'objet, on le déplace. Ok, et ça, c'est que pour les mails qui contiennent les pièces jointes. Ceux qui n'ont pas de pièces jointes, pour l'instant, on s'en occupe pas. Très bien, on continue. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter une boucle appliquée à chacun. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir plusieurs pièces jointes. Donc, il faut parcourir toutes les pièces jointes de l'email. Vous voyez ici, à l'arrivée d'un nouvel email, on a bien pièce jointe. Déplacer l'email, pièce jointe, ça revient à la même chose vu que c'est le même email qu'on déplace, mais on va utiliser celui du déclencheur à l'arrivée d'un nouvel email. Ok, maintenant, pour chaque pièce jointe, on veut savoir si c'est un devis, une facture, un contrat, un bon de commande ou autre chose. Et bien là, ça dépend des règles de l'entreprise. Potentiellement, tous les devis contiennent devis dans le titre de la pièce jointe. Pour les factures, pareil. Pour les bons de commande, par exemple, c'est tout le temps dans l'objet du mail, etc. Donc ça dépend un peu de vos fournisseurs, de comment ça se passe. Nous, on va faire simple pour l'instant. On va partir du principe que tous les devis ont devis dans le titre de la pièce jointe, toutes les factures aussi, toutes les bons de commande, contrats aussi. On va regarder que le titre de la pièce jointe. D'abord, on va mettre une condition. Et là, on va regarder si, à gauche, le titre de la pièce jointe est égal à devis.
Pour cela, si je descends, j'ai pièce jointe non. Donc là, j'ai le titre de la pièce jointe et je peux regarder si il contient, par exemple, devis. Et si c'est le cas, eh bien, je sais que cette pièce jointe, c'est un devis et je vais pouvoir l'enregistrer dans mon dossier sur SharePoint. Sauf que on n'a pas juste le titre de la pièce jointe. On a aussi l'objet du mail, si par exemple c'est dans l'objet du mail. On a aussi accès à celui qui envoie le mail, à l'expéditeur. Et peut-être que toutes les factures, c'est le même expéditeur et il envoie que ça. Et on sait que si c'est cette boîte mail, alors c'est une facture. On peut faire comme ça aussi. Ça dépend de comment ça marche chez vous. Nous, on va faire simple, mais on n'est pas obligé. Il y a plein d'autres options. Donc si on fait ça, hop, on regarde si le nom de la pièce jointe contient devis. Et si c'est le cas, eh bien on va l'enregistrer. Sauf que si ce n'est pas le cas, on veut regarder s'il contient facture. Donc dans faux, on va mettre une autre condition. On va regarder, est-ce qu'il contient facture? Parce que s'il contient devis, on le déplace dans un certain dossier. S'il contient facture, on le déplace dans un autre dossier. Je vous montre autre chose, c'est le contrôle basculé ou switch. Ça aurait pu être utile vu qu'on veut regarder si c'est devis, facture, etc. Ici, on peut choisir le nom de la pièce jointe, vu que c'est toujours ça qui est regardé, et on peut regarder tous les cas. Par défaut, on a ça. Un autre cas, si c'est égal à devis, on a devis, etc. Sauf que là, pour notre cas en particulier, ça ne marche pas parce qu'on peut que regarder si c'est égal à. Et nous, on veut regarder s'il contient le mot devis. Parce qu'il y a aussi d'autres choses écrites dans le titre. Donc là, malheureusement, on ne pourra pas utiliser ça, même si ce contrôle est plutôt intéressant quand on a beaucoup de conditions à regarder sur un même élément qui est là le nom de la pièce jointe. Mais bon, là on ne peut pas. Donc nous, on va faire plus simple. On utilise une condition. Ici, on choisit le nom de la pièce jointe. On regarde s'il contient devis. Si c'est le cas, très bien. On va voir après ce qu'on fait. Si ce n'est pas le cas, on regarde une autre condition. On regarde si le nom de la pièce jointe contient facture. Si ce n'est pas le cas, une autre condition. On regarde si le nom de la pièce jointe contient contrat. Si ce n'est pas le cas, on regarde si le nom de la pièce jointe contient bon commande. Et si ce n'est pas le cas, alors il contient aucun de tout ça. Donc, on va voir, mais on va l'enregistrer dans le dossier à trier. Ok, donc là, on a toutes nos conditions. On va déjà enregistrer pour voir que tout se passe bien et qu'il n'y ait pas d'erreur. Ok, super, on n'a pas d'erreur. Maintenant, on va enregistrer au bon endroit. Donc là, si le nom de la pièce jointe contient devis, ici, on veut enregistrer la pièce jointe dans le dossier devis, donc sur SharePoint, dans le bon dossier, et mettre les bonnes métadonnées, le type de document, source, etc. Ok, donc pour cela, on va utiliser le connecteur SharePoint et on va utiliser l'action créer un fichier. Ok, on choisit notre site SharePoint, le chemin d'accès au dossier. Donc ici, on sait que c'est le dossier devis. Donc dans notre bibliothèque, document fournisseur, on choisit le dossier devis. Ensuite, le nom du fichier, on peut changer le nom du fichier si on veut, mais nous, on va l'appeler par le nom qu'il a dans sa pièce jointe. Et le contenu de la pièce jointe. Ok, très bien. Donc là, on l'a enregistré. Sauf que si on fait que ça, on n'a pas encore modifié les métadonnées. Nous, on veut modifier les métadonnées. Donc on rajoute une action dans SharePoint et on va utiliser l'action mettre à jour les propriétés du fichier. Ok, on choisit l'adresse du site, le nom de la bibliothèque, document fournisseur, l'ID du document, et bien comme on vient de le créer, on l'a. Ok, et maintenant, ici, on a accès aux métadonnées. Donc, on a accès au type de doc, à la source, au statut, à l'email et à l'objet. Super. Et bien maintenant, vous voyez les choix qu'on a choisis ici. Le type de document, on peut le sélectionner comme une liste déroulante, vu qu'on a créé la colonne en choix. Donc là, on sélectionne devis, la source, email, le statut, pour l'instant, il est reçu. L'email de l'expéditeur, eh bien, aucun problème, on l'a. Ici, expéditeur du message, et l'objet du mail.
pareil, on l'a ici. Super, on enregistre pour vérifier qu'il y a pas de problème, mais là, si on envoie un mail avec un devis en pièce jointe, ça va l'enregistrer et mettre à jour les métadonnées pour que dans le dossier devis, on ait bien toutes les informations. Donc là, c'est plutôt pas mal. Maintenant, il faut faire ça pour chaque type de document, pour les factures, et cetera. Donc pour cela, on va copier un élément, le coller ici, et là, on change juste avec facture. Hop, puisque là, on regarde si c'est une facture. Ensuite, on regarde si c'est un contrat. Donc, on peut le coller encore, mais on change par contrat. Super. Et ici, on regarde si c'est un bon de commande. Donc, on va le coller et on change par bon de commande. Hop. Et le dernier cas, si c'est aucun de tout ça, eh bien, on va le déplacer dans le dossier à trier. Super. On enregistre pour vérifier que tout se passe bien. OK. Et maintenant, on met à jour les propriétés du fichier à chaque fois. Le premier, hop, parfait. Juste le type de document, c'est une facture. Tout le reste, c'est la même chose. On fait pareil ici. On modifie par contrat. On fait pareil ici pour les bons de commande. Hop. Et enfin, ici, on met haute parce qu'on ne sait pas encore ce que c'est. Très bien. Là, ça commence à avoir de la gueule. On enregistre. OK, on obtient une erreur, c'est le mettre à jour les propriétés du fichier pose problème. OK, donc on va regarder. Ici, si on met à jour les propriétés du fichier, OK, je vois où est le problème. En gros, pour ici, ça marchait bien, vu que l'ID, c'est l'ID du créer un fichier qui est bien celui-là. Sauf que ici, comme on a juste copié-collé, eh bien l'ID, c'est toujours celui du créer un fichier ici. Mais maintenant, on veut changer d'ID avec celui-là. Donc il faut modifier aussi l'ID de créer un fichier et choisir celui de la bonne branche. Donc là, on choisit celui-là. Ensuite, ici, on choisit bien celui-là. Ici, on choisit bien celui-là. Et voilà. Maintenant, ça devrait marcher. On enregistre. OK, super. On n'a pas d'erreur. Maintenant, on va faire le test. OK, donc ici, j'ai des exemples de bons de commande, des contrats, des factures, et cetera. Et j'ai créé un flux rapide pour envoyer ces documents par mail à la chaîne automatiquement pour pas que je perde trop de temps et pour voir le résultat du flux, pour voir si ça fonctionne bien. Donc, on va tester, on va lancer ce flux, on va aller sur ma boîte mail et on va voir ce qui se passe. OK, tout a été envoyé. Très bien. On retourne sur le flux qu'on a créé. Hop, on voit que tout est en train de se traiter. Super, ça fonctionne parfaitement. Je reçois tous les mails avec les pièces jointes. Voilà, un bon de commande, et cetera. Et si je vais sur SharePoint, hop, je vois, là dans «À trier», j'ai des rapports, on ne sait pas trop ce que c'est. Je vois le type de document, la source, le statut, l'email de l'expéditeur et l'objet du mail. OK, parfait. Pareil pour les contrats, pareil pour les factures. Excellent, ça marche parfaitement. Et même, j'ai envoyé un mail avec urgent dans le titre. Hop, on l'a bien ici. Il a été déplacé. Urgent, facture importante à traiter. Le flux fonctionne parfaitement. Là, par exemple, un nouvel email est arrivé. Il n'y avait pas important dans le titre, donc on ne le déplace pas. Ensuite, on regarde si c'était une facture, si c'était un devis. Ah, c'était un devis. On crée le fichier, on met à jour les propriétés. Et ici, on a bien les métadonnées, le devis, email, reçu. Parfait. Avec ce flux, on a vu qu'on peut traiter un mail dès son arrivée dans la boîte mail. Et ça, c'est un déclencheur et c'est très rapide. Vous avez vu, c'est quasiment automatique. On peut le déplacer dans des dossiers, et cetera. On peut le transférer et on peut enregistrer les pièces jointes sur SharePoint et mettre à jour les propriétés du fichier.
Ok, on vient de construire 5 vrais flux complets et réalistes. Vous savez maintenant automatiser des validations, des relances, des emails et des enregistrements de pièces jointes. Si vous avez suivi en même temps que moi, vous avez déjà un très bon niveau professionnel. Dans la prochaine partie, parce que la vidéo est beaucoup trop longue, on passe au niveau supérieur. Traitement Excel avancé, génération automatique de PDF, reporting automatique, connexion à Power Apps et manipulation JSON. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Vous pouvez liker et vous abonner et on se retrouve bientôt pour la partie 2.